une très belle. Voilà, vous avez le petit message en plus. Merci et je reste là. Je donne la parole à monsieur Crochon. Merci beaucoup, Julia, de cette invitation et à vous tous et toutes. Donc, effectivement, c'est une présentation en fait, de ce qu'est la santé sexuelle à travers un outil qui a été réalisé par des personnes qui présentent une trisomie 21, qui sont adultes avec une déficience intellectuelle. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce travail qui a été mené. Donc, d'où je parle, Julia m'a présenté aussi un petit peu. Donc, effectivement, je suis psychomotricien de formation d'origine je me suis spécialisé en sexologie. Je suis sexologue clinicien à Lyon puisque le CRS est voilà, et vous pourrez aller voir sur notre site si ça vous intéresse. Vous verrez qu'il y a de nombreuses ressources en santé sexuelle en libre accès. Il ne faudra pas hésiter à aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez également sur nos pages des réseaux sociaux. Allez, je vais essayer de, voilà. Hop, de voir tout le monde, de voir ma présentation. Je m'installe, c'est le matin, même si ça a été fort occupé ce matin déjà. Et voilà. Donc, on a également une page YouTube où il y a des outils, des vidéos, des courts-métrages. Donc, ça peut être utile à la fois pour les professionnels, pour les personnes concernées et leur entourage. Je pourrais aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez. Et puis, effectivement, beaucoup d'outils à télécharger directement, dont, tiens, elle est là, on voit la thèse de Jennifer Fournier, hein, qui a été effectivement chef de projet sur ce travail de recherche-action participative, et puis d'autres outils, là, un petit peu par hasard, dont un outil que connaissent bien les professionnels, peut-être, c'est des femmes et des hommes. C'est un outil, en fait, qui est plus pour mener des groupes d'expression autour de la vie affective et sexuelle et de l'éducation à la sexualité complète. Je fais un petit peu de pub aussi pour vous dire que il y a une formation à l'animation des groupes d'expression autour de la vie affective et sexuelle qui est organisée chaque année par le CRS, depuis d'ailleurs le début, un petit peu l'origine du CRS Handicap International, hein, dans le service AVAS du programme France. Donc, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. C'est ouvert à tous, à toutes, professionnels du soin, mais aussi famille, entourage et aussi personnes concernées, puisque j'en parlerai très peu en fait aujourd'hui, parce que là c'est court en fait, hein, ce petit webinaire, mais aujourd'hui on va beaucoup dans le sens d'intervenants, intervenants de pairs en santé et en santé sexuelle, et l'idée c'est d'inclure vraiment les personnes concernées pour pouvoir être intervenants, intervenantes de pairs dans tous les champs de la santé, y compris la santé sexuelle. Donc, juste un petit point plus technique et peut-être conceptuel. L'objet de cette exposition Mes Amours, c'est renforcer l'accès à la littératie en santé sexuelle. Alors, c'est un grand mot, mais c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et je pense, vous de même, sur lequel nous devons travailler. En fait, la définition de la littératie, c'est pas simplement pouvoir accéder à des informations en santé, mais c'est également avoir plusieurs postures dont comprendre, évaluer et appliquer, hein, effectivement les messages qui sont fournis. Donc, ça, c'est une citation euh, de définition de la littératie en santé, hein, qui implique à la fois des connaissances, de la motivation, des compétences des personnes pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information sur la santé afin de porter des jugements et de prendre des décisions dans la vie quotidienne concernant les soins de santé, la prévention et la promotion de la santé pour maintenir ou améliorer la qualité de vie tout au long de la vie. Alors pour nous, au CRS, on part du principe que la sexualité peut être un vecteur incontournable de santé pour tous et toutes, quel que soit l'état de santé ou le handicap, à condition justement qu'on favorise l'accès à des informations accessibles, claires et qui peuvent être effectivement aussi discutées avec des professionnels, l'entourage, etc., si nécessaire.
L'exposition que nous avons réalisée a pour but vraiment d'y contribuer, vous verrez. Ça va même au-delà, puisque vous verrez que l'implication des personnes concernées, elle est vraiment à tous les niveaux, et même après, effectivement, la création de l'exposition, puisque, je le redirai à la fin, les personnes concernées qui sont à l'origine de cette exposition, qui l'ont conçue, peuvent venir dans vos établissements, dans les MJC, les bibliothèques, pour présenter elles-mêmes l'expo qu'elles ont réalisée. Donc, cette capacité à comprendre l'information en matière de santé, en saisir le sens, à interpréter, filtrer, sélectionner, juger, évaluer l'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'étagères surchargées de bouquins ou d'outils. Il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées et qui sont vraiment en libre accès et gratuite. Et ça, c'est aussi important. Cette expo que je vous montre, alors moi, j'ai aucun intérêt, hein, c'est vraiment une expo qui est gratuite et libre de droit et que vous pouvez télécharger immédiatement à l'issue de cette courte présentation. Donc, l'autre capacité, c'est appliquer, mais aussi pouvoir comprendre, hein, communiquer, utiliser l'information pour être dans le libre arbitre, et puis reconnaître, hein, ses propres besoins, savoir chercher sur quel site, comparer, etc. Je le disais tout à l'heure, sachant que l'offre est souvent pléthorique. Alors, un des outils à la disposition des personnes est donc cette recherche-action participative que nous avons menée il y a quelques années et qui, donc, le titre, c'est effectivement Mes amours, l'accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle, construction d'un programme de formation et de recherche appliquée avec et pour des personnes présentant une trisomie 21 et une déficience intellectuelle. Vous allez voir que ça s'applique à beaucoup d'autres personnes. Donc, les partenaires, c'était effectivement le Centre de ressources handicap et sexualité, moi-même en tant que sexologue clinicien, l'Université Lumière Lyon 2 et en particulier Yves-Jeanne et Jennifer Fournier, hein, qui sont tous les deux, qui étaient tous les deux à l'époque effectivement responsables du master handicap. La Fédération Trisomie 21 France, le Centre de référence des anomalies du développement au CHU de Saint-Étienne, et puis le Centre de recherche sur la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement du Québec. Le montage pour le financement a été assez ardu, vous imaginez, et donc vous voyez effectivement nos financeurs. Le financeur principal, c'est la FIRA, hein, la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, qui finance beaucoup de programmes de recherche appliquée, le CCH, Malakoff Médéric, et puis la Fondation de France, hein, qui a été pendant de nombreuses années très impliquée sur la thématique handicap et sexualité pour faire rapide. Alors à présent, je vais vous expliquer un petit peu à la fois la genèse et puis la construction, hein, de ce travail qui a duré 2 années. La première étape, ça a été la recension des outils existants en santé sexuelle à destination des personnes présentant une déficience intellectuelle. Donc là, c'était le job du CRS, hein, du Centre ressources handicap et sexualité. Et cette recension a donné lieu à effectivement une revue des outils, hein, qui est publiée sur le site de la FIRA et qui concerne l'exploration de différents outils d'intervention ou d'éducation en santé sexuelle. Puis ensuite, puisque l'objectif, c'était vraiment d'inclure les personnes concernées dès le début de la création de cet outil, de cette recherche-action participative. Nous avons mené des focus group avec des personnes en situation de handicap, avec déficience intellectuelle et présentant une trisomie 21, sur l'ensemble du territoire français pour pouvoir simplement poser les questions de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de vie affective et sexuelle? Donc, des questions très, très larges pour pouvoir prendre un petit peu la température et savoir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en ressort? En fait, on s'est aperçu que les aspirations des personnes en situation de handicap sont quand même assez proches de celles de la majorité. Hein. Ce n'est pas des univers complètement différents par rapport à cette population-là qui a participé à ces focus. Beaucoup de difficultés sont liées à la solitude et puis à la question des mésententes, des séparations, etc.
Les scénarios de rencontres sont rapportés, mais beaucoup stéréotypés. Hein. Effectivement, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui pensent pouvoir s'engager dans des étapes telles que les fiançailles, etc. Enfin, des choses qui paraissent aujourd'hui peut-être un petit peu moins courantes, peut-être désuètes pour certaines personnes, mais qui restent importantes pour les personnes. Donc, les relations amoureuses et leurs multiples facettes ont été largement invoquées. La question, effectivement, du consentement, hein, la question de comment dire non à des sollicitations non désirées, non souhaitées, etc., a été bien évoquée durant ces groupes. Des questions autour des droits, des interdits, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, étaient très présents avec effectivement des confusions. Hein, on reviendra dessus, c'est-à-dire que les personnes, en fait, à force de leur dire c'est pas possible, tu peux pas, tu dois pas, etc., elles savent plus ce qui est interdit par la loi, ce qui est interdit par la morale, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et du coup, on arrive à une situation qui est assez fusionnante parce que, et peut-être source d'ailleurs de risques et de dangers, parce que les personnes n'arrivent plus à hiérarchiser cette question des interdits qui leur sont souvent opposés. Et puis, effectivement, comme dans la population générale, c'était donc essentiellement un public d'adultes jeunes. Hein, enfin, bon, il y a des personnes un peu plus âgées, mais l'immense majorité des personnes a été déjà en contact avec du matériel pornographique qui est aujourd'hui accessible extrêmement facilement et parfois même sans l'avoir sollicité. Donc, il s'en dégage vraiment des empêchements ou des besoins vraiment spécifiques à différents niveaux. Une méconnaissance du corps sexuel et son fonctionnement. Donc là, on rejoint effectivement la question de la littératie. Comment avoir accès à des informations claires, justes, autour de la vie affective et sexuelle. Une méconnaissance des droits et des interdits en matière de vie amoureuse et sexuelle. L'attrait pour la conformité, la difficulté à dire ce que je veux ou ce que je veux pas. C'est-à-dire qu'il y a des images très idéalisées du couple, de ce qu'est la sexualité. Quelque chose qui est vraiment important, qui est souvent retrouvé et qui est très difficile à travailler, c'est la difficulté à décoder ses propres émotions ou à interpréter celles d'autrui, à les comprendre. Et ça, effectivement, on voit qu'il y a un manque au-delà de cette notion de vie affective et sexuelle des personnes, qui est la difficulté à interpréter les attitudes des autres et à pouvoir s'accorder avec les autres. Donc, il peut y avoir beaucoup de confusion. Et ça va créer effectivement des situations qui peuvent être parfois délicates, voire inappropriées, voire violentes, du fait effectivement de cette méconnaissance, cette difficulté à comprendre ses propres émotions, à y mettre des mots et à pouvoir décoder celles des autres. À l'issue de cette étape, on a effectivement construit 7 binômes pour pouvoir travailler. Et c'est des personnes qui ont été volontaires, bien entendu, dans le cadre des focus group, et qui avaient aussi des capacités d'adaptation et de verbalisation suffisantes, forcément. Hein. Donc, il y avait 2 personnes. Une personne avec trisomie 21 et déficience intellectuelle, à des niveaux qui peuvent être très différents. Et puis, une personne qu'on appelle facilitatrice, qui était soit quelqu'un proche de l'entourage, un parent, soit un professionnel, soit un ou une administrateur, administratrice de l'association Trisomie 21. Donc, à l'issue de ces focus group, on a donc constitué des binômes et on s'est réunis pendant 4 week-ends à Lyon pour pouvoir travailler. Il y a eu un autre week-end qui est un week-end un petit peu de bilan où les personnes sont venues également. Donc, ça veut dire que les personnes concernées prenaient l'avion le vendredi après-midi, arrivaient à Lyon en fin d'après-midi, en soirée, et on avait effectivement un hébergement où on avait des salles où on pouvait travailler et repartaient le dimanche, en fait, dans leur région après avoir fait ce week-end. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez lourd, à la fois pour les personnes elles-mêmes, et puis pour l'organisation. Et le budget, alors je ne suis pas un homme de chiffres, mais je ne me souviens plus du montant, mais en fait, elle a complètement été grillée par les locations d'hôtels, de salles, etc. Hein. Il va sans dire que nous 3 intervenants, intervenantes, c'était dans le cadre de notre job, mais enfin, un petit peu de bénévolat, militantisme, puisque c'était samedi et dimanche, mais on n'a pas été effectivement
rémunéré. Hein, tout l'argent a servi vraiment aux personnes elles-mêmes et puis à concevoir cet outil, vous allez voir. Donc, durant ces week-ends, on a commencé déjà à un petit peu mettre sur la table tout ce qui existait, etc. Et puis, vous voyez des différentes étapes là, de conception des outils hein, avec les personnes concernés qui venaient. Donc, il a fallu apprendre aussi à travailler ensemble. Il a fallu aussi qu'on respecte peut-être des cercles de parole, c'est-à-dire que lorsqu'on travaillait sur une thématique, une question, la parole était d'abord donnée aux personnes concernées, puis ensuite aux personnes facilitatrices pour faciliter leur accès à la prise de parole, etc. Et enfin, à nous, pseudo-experts ou organisateurs ou garants en fait, de l'organisation de cette recherche-action. Donc sur la table, là, vous voyez différents bouquins. L'idée, c'était aussi que durant ces week-ends, il y avait une mise à disposition de ressources que les personnes pouvaient emprunter, tant des petits films ou des bouquins, etc. Donc, il y avait à la fois l'approfondissement pour les personnes concernées de ces notions liées à la vie affective et sexuelle. Et puis, l'objectif était la production, quand même, puisqu'on était dans la recherche appliquée, d'un objet. Et cet objet a pris la forme en fait d'une exposition qui est donc gratuite et libre de droit. Ça aurait pu être une vidéo, ça aurait pu être un livre, ça aurait pu être enfin, plein de choses. C'est avec les personnes hein, qu'on a effectivement décidé de la forme qu'on devait y mener. J'ai oublié de dire effectivement aussi qu'un week-end, ça paraît long, mais qu'il fallait ménager des temps de repos hein, pour tous et toutes, et en particulier pour les personnes avec trisomie qui avaient déjà certains, toute une semaine de travail, et puis aussi des difficultés d'attention, une fatigabilité qui était peut-être plus grande que celle, par exemple, des professionnels en formation sur toute une journée. Et donc, il a fallu qu'on s'auto-organise, qu'on s'auto-gère hein, pour ménager des temps de repos et des temps de travail assez intensifs. Cette exposition prend donc la forme de 5 panneaux et de 2 vidéos que je vais vous présenter rapidement. Donc, une autre partie du budget est passée dans l'embauche d'un illustrateur, puisqu'en fait, vous allez voir qu'il y a des séries de dessins, d'une graphiste qui a habillé toute cette exposition, d'un photographe Jean-Baptiste Lessard, que vous connaissez peut-être, hein, qui est lyonnais, qui fait beaucoup de photos de personnes en situation de handicap, et puis d'un vidéaste qui s'appelle Michel Samprouche, qui est de Grenoble et qui a déjà produit beaucoup de documentaires et de films autour du handicap et même de la question handicap et sexualité, puisqu'un petit court-métrage documentaire qui s'appelle On n'est pas des anges, qu'on retrouve hein, à l'Université de Grenoble. Je pourrais vous laisser le lien, mais je pense que vous le trouverez facilement, qui présente cette thématique en donnant la parole déjà, peut-être même une décennie avant, en donnant la parole à des personnes concernées. Alors, 5 panneaux et 2 vidéos. Les premiers panneaux sont 2 silhouettes grandeur nature qui sont sans visage, parce que dessus on peut mettre son propre visage, on peut coller des visages, vous allez voir. Hein, donc c'est vraiment une expo qui doit vivre, hein, que vous pouvez vous approprier hein, et faire vivre. Et elles ont été dessinées effectivement avec les personnes, et ça c'est le résultat final que vous voyez. Il y a eu d'autres épreuves de dessin, etc., en particulier des corps qui étaient peut-être moins fins, avec des coups un peu plus massifs, etc., qui s'apparentaient plus à la représentation des personnes avec trisomie 21. Et ces représentations ont été rejetées par les personnes avec trisomie qui trouvaient que c'était pas beau, que ça faisait un peu préhistorique, etc. De la même façon, dans la version finale, vous voyez que la silhouette féminine est bordée de rose et la silhouette masculine est bordée de bleu, ce qui, moi, me posait vraiment problème, hein, parce que effectivement, pour lutter contre les stéréotypes de genre, donc quand c'était mon tour de parole, je me suis permis effectivement d'avancer cet argument en disant, écoutez, non,
Est-ce que vous êtes sûr qu'on est obligé de mettre du rose pour la femme et du bleu pour l'homme, quoi? Et en fait, les personnes avec trisomie m'ont dit, écoute François, en gros, ferme-la, quoi, arrête d'être militant, parce que sinon les personnes avec trisomie vont pas s'y retrouver. Donc c'est ça qui est important dans effectivement ce travail avec les personnes, c'est qu'il faut accepter que c'est leur outil, c'est le résultat final, c'est leur élaboration. Ce n'est pas l'outil que j'aurais pu créer moi en tant que sexologue clinicien. Alors, ça ne va pas chercher loin, c'est pas bien grave, hein, mais c'est clair que j'aurais pas effectivement respecté ce code couleur si c'était un outil que j'avais pensé moi-même. Donc c'est important aussi en tant que professionnel ou accompagnant ou personne facilitatrice de respecter la personne concernée et de lui restituer sa capacité d'exprimer son savoir profane. Alors, on a quelque chose de très important, c'est-à-dire que le savoir profane, c'est ce que la personne sait, connaît de son propre fonctionnement. Donc, l'idée de ce groupe et les valeurs qui étaient promues, c'est de ne pas hiérarchiser les savoirs. Hein, les savoirs scientifiques ou du sexologue ou techniques, etc., n'ont pas à être supérieurs au savoir des personnes elles-mêmes sur leur propre fonctionnement. Et ça, c'était vraiment important de pouvoir le vivre entre nous, quoi. Même si, des fois, ça amenait des choses un peu particulières. Donc après, il y a des petites, il y a des petites bulles, etc. Il y a des petites pancartes, vous verrez, hein, je vous laisserai tous les liens pour télécharger, hein, qui permettent d'aborder aussi tout ce qui est la réduction des risques des grossesses non prévues, des infections sexuellement transmissibles, du VIH/SIDA, hein, parce que bien sûr, il y avait beaucoup de questions des personnes sur cette thématique. Alors les personnes ont souhaité également qu'il y ait une silhouette neutre pour montrer un peu la diversité des formes du corps, mais aussi dire ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Alors, dire ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, c'est une personne qui a pensé, c'est avec des mains, j'aime pas ou j'aime, ou une bouche, j'aime apprendre à là, etc. Et c'était vraiment très intéressant, c'était vraiment issu de notre réflexion, hein, du travail, on n'arrêtait pas penser non plus. Les personnes ont dit, moi je peux être très à l'aise avec la sexualité, enfin je traduis un petit peu avec mes propres mots, hein, mais c'était le cas de cette dame-là qu'on voit sur la photo, qui disait, mais moi je suis super à l'aise, je peux faire plein de trucs dans la sexualité, mais un truc que j'aime pas, c'est qu'on me touche les seins, qu'on me touche la poitrine. Et je trouve que c'était vachement important de pouvoir entendre effectivement cette notion-là et de pouvoir le proposer aussi dans l'exploitation de cet outil. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est nu, hein, ou qu'on est dans une pratique sexuelle qu'on accepte tout, être touché par n'importe qui, n'importe où, etc. Et puis, montrer la diversité des formes du corps, il y a des illustrations de poitrine, de sexe, de vulve, etc., de tailles différentes, de formes différentes, qui peuvent effectivement être apposées sur la silhouette neutre et qui sont tout à fait intéressantes. Cette exposition, pour les personnes du binôme, hein, qui ont produit, elle a été imprimée sur du carton magnétique. Ce qui veut dire que du coup, sur ce carton magnétique, on va pouvoir apposer les parties du corps, mais aussi les vêtements, etc., pour découvrir les silhouettes au fur et à mesure, hein. J'ai oublié de vous dire que j'allais vous montrer effectivement de la nudité un petit peu explicite. Je me suis embarqué un petit peu vite, mais effectivement, c'est très important aussi de respecter là où sont les personnes et de ne pas effectivement être trop intrusif et leur proposer de la nudité alors qu'elles n'y sont pas préparées ou qu'elles ne le souhaitent pas. Bon, je m'excuse, hein, je suis parti un peu vite ce matin, j'étais un peu à la bourre et tout, et du coup, je suis toujours dans le speed, mais je vais me calmer. Donc, si vous ne voulez pas regarder, vous fermez les yeux sur des illustrations qui vont arriver. Alors, l'intérêt aussi, c'est qu'on a pu produire 44 illustrations. Donc, il y en a 3 ici qui sont tout à fait gratuites, libres de droit, etc., que vous pouvez télécharger et imprimer en format A4. Donc, c'est à la fois des petites scénettes et qu'on a voulu effectivement proposer des dessins un petit peu différents. Il y a une forme d'esthétique. Alors, le reproche qu'on peut y faire, c'est que peut-être ces dessins ne sont pas forcément très lisibles par certaines personnes, parce que c'est pas des dessins très simples ou ce qu'on voulait surtout pas que ce soit des dessins très enfantins, quoi, hein, voilà. Mais les personnes ont souhaité aussi qu'il y ait quelques illustrations un petit peu de posture sexuelle, un petit peu de Kama Sutra, parce que c'est très difficile en fait d'avoir des informations
sans passer par la pornographie sur des pratiques sexuelles. Donc, vous en voyez une là, sur le côté droit, mais il y a quelques autres illustrations qui permettent d'aborder les différentes pratiques sexuelles de manière très claire, explicite, mais sans être chargé par tout ce poids qu'on trouve lié à la pornographie. Alors, on a aussi réalisé un photo-expression qui comporte 50 photos. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que, de notre point de vue, à part certains outils qu'on avait repérés au Canada, il manque beaucoup d'illustrations qui représentent des personnes en situation de handicap, des personnes avec déficience intellectuelle, des personnes avec trisomie 21. Et c'est vrai que ça pose quand même question pour pouvoir effectivement se reconnaître dans les propositions de dessins ou de photos qui sont utilisées parfois dans certains groupes d'expression ou les temps d'éducation à la sexualité pour les plus jeunes. Moi, j'ai oublié de dire que cette exposition, bien sûr, elle est réservée à des adultes majeurs, mais peut-être en individuel et pas forcément en groupe, si nécessaire, et avec une personne formée, on peut tout à fait l'utiliser avec des adolescents et adolescentes, à condition, bien sûr, de sélectionner, encore une fois, le matériel qu'on juge à la portée des personnes qu'on accompagne. Donc là, c'est tout à fait intéressant parce que du coup, les personnes ont dit, nous, on voudrait tel type de photo, tel type de photo, mais ce ne sont pas les personnes qui sont à l'origine de la conception de ce projet qui sont en photo. On a fait appel à une équipe de l'association de l'Algède, je veux dire vite, voilà. Ce sont des comédiens et des comédiens. En particulier, ils sont sur Vèze et c'est la compagnie Insolite Fabrique qui travaille beaucoup sur des pièces de théâtre, des photos, etc. Il y a une autre compagnie qu'on ne connaissait pas, mais qui est top, mais je ne pense pas qu'ils auraient fait les photos, mais c'est vraiment intéressante sur Grenoble, qui s'appelle la Compagnie du Savon Noir, et qui est une compagnie de théâtre qui inclut des personnes, effectivement, elles-mêmes en situation de handicap, mais là, on est plus dans le champ du handicap psychique, peut-être moins du handicap visible, comme on le voit sur ces photos. Donc, ce sont des mises en situation, ce sont des baisers effectivement de cinéma, etc. Sauf bien sûr pour le couple qu'on voit en bas à gauche là, qui est un vrai couple dans la vie et qui a accepté effectivement de faire ce shooting sur des choses assez intimes. Donc, effectivement, ils n'étaient pas nus, ils étaient torse nu, mais toute l'équipe est sortie. Il restait juste le photographe effectivement sur scène pour ces photos. C'est quand même un gage de confiance énorme et c'est vrai que c'est pas évident. Encore une fois, ce sont des personnes qui sont dans un ESA de théâtre, qui sont payées à la limite pour faire ce type de prestations, que ce soit du théâtre ou des photos, etc. On pourra revenir dessus sur les questions, je vais un petit peu vite. Donc, les scénettes proposées, vous voyez, il y a la maternité, il y a la violence, il y a l'orientation sexuelle, il y a comment draguer, etc. C'était vraiment une préoccupation des personnes. La commande qui a été donnée aux comédiens, comédiennes qui ont été photographiés lors de ce shooting qui a duré 2 jours. Voilà. Et il y avait même la maquilleuse de l'Opéra de Paris, donc c'était très pro, c'était vraiment, on voit qu'ils sont à l'aise, qu'ils prennent bien l'image, etc., ce qui n'est pas donné forcément aux personnes qui ont fait l'expo. Alors, dans les panneaux, il y a un truc qui est vraiment intéressant, qui a été développé par les personnes, c'est la flèche des envies. Et ça aussi, c'est grâce à cette collaboration avec les personnes concernées et relayées parfois par les personnes facilitatrices qu'on a pu effectivement mettre sur pied cet outil. Et du coup, sur cette flèche des envies qu'on va pouvoir imprimer de manière assez grande, on va pouvoir mettre, par exemple, les photos-expressions ou les dessins et de dire se marier, est-ce que j'en ai très envie, pas beaucoup envie, est-ce que j'ai envie de faire l'amour, est-ce que j'ai envie d'enfant, etc. Et puis, une question qui vient tout de suite, c'est regarde qui d'autre que moi se marier, etc.
Donc, vous voyez, la flèche a évolué hein, de noir, rouge, vert, parce qu'il fallait trouver aussi des choses qui soient compréhensibles, habillées aussi d'une manière agréable par la graphiste. Mais il n'y a pas de truc d'interdit dans la flèche des envies. Hein. C'est simplement des choix propres à chacun qui vont dans le sens de l'autodétermination et du libre arbitre. Hein. C'est aussi une des valeurs très fortes qu'on voulait effectivement faire passer dans le cadre de cette exposition. Enfin, on l'avait vu lors des matériaux recueillis dans le focus group, les personnes avaient besoin de se repérer par rapport à la notion de droit et d'interdit. Et donc, il y a un panneau sur les droits et sur les interdits qui permet de faire un travail de groupe ou individuel avec les personnes qui vont apposer les petits documents A4, photo-expression ou dessin en disant mais est-ce que c'est interdit d'avoir des enfants, de faire une famille, est-ce que c'est interdit de faire l'amour, enfin, etc. Enfin bon, c'est encore une fois, cette exposition est avant tout un support à la discussion. Hein, c'est une médiation à l'expression. C'est ça qui est intéressant. Ce ne sont pas des cours sur la sexualité, ce sont vraiment une ouverture sur les préoccupations et les représentations qu'ont les personnes qui vont les visiter. On a fait les 5 panneaux et donc 2 vidéos. On retrouve les mêmes comédiens d'une autre association, enfin, sur une autre association, mais c'est la même équipe que les photos. Et donc, il y a 2 vidéos. La première est une courte vidéo introductive qu'on va regarder ensemble, qui permet de rentrer tranquillement dans cette exposition en se posant des questions, peut-être en permettant aux personnes qui vont visiter l'expo de s'autoriser à penser et à poser des questions. Donc, je vais tenter. Voilà. Si vous n'entendez pas, vous me faites un petit signe. Hein. C'est pas facile de se trouver une petite amie, mais comment on peut faire? Alors moi, je voudrais bien savoir pourquoi les garçons nous invitent à prendre un café. Est-ce que c'est pour faire connaissance ou est-ce que c'est pour faire l'amour? Ce qui n'est pas évident, c'est d'approcher une fille. Moi, ce qui me fait peur dans les relations, c'est qu'on se moque de moi, en fait. C'est que moi, je l'aime et pas lui. Comment on fait quand on est amoureux d'une fille? J'ai jamais fait l'amour avec quelqu'un parce qu'en fait, j'ai pas confiance en moi. J'aime pas embrasser avec la langue. Ça fait bizarre. Comment le dire à mon amoureuse? Mes parents se mêlent de ma vie, mais comment faire si je suis pas d'accord? Ah, pardon. Ouais, mes parents ils voudraient bien que je sorte avec le fils du voisin, mais franchement, je l'aime pas du tout. J'ai le droit de choisir, non? Un garçon m'a touché les fesses au travail. J'étais pas d'accord, donc voilà, je lui ai dit non plusieurs fois. Donc il a pas compris, donc je lui ai mis une benne. J'aime les garçons. C'est normal? Parfois, les sentiments, c'est compliqué. C'est quoi l'amour? Il est gentil, mais je sais pas s'il m'aime vraiment. Moi, j'ai des frissons, mais lui, est-ce qu'il en a des frissons quand il me voit? Comment ça marche, les femmes? Mon copain veut faire l'amour avec moi, mais moi, je me sens pas prête. Vivre en couple, est-ce que c'est possible? Est-ce que... J'ai envie de faire l'amour avec ma copine. Est-ce que j'ai le droit? J'essaie avec les filles, avec les garçons. Est-ce bien? Est-ce pas bien? En fait, comment ça marche? Je me pose une question. Comment on fait l'amour? J'ai peur d'attraper une maladie. Et comment se protéger? Je l'aime. Comment je peux lui dire? Est-ce que j'ai le droit d'avoir du plaisir? C'est quoi un cunilingus? Comment je fais pour lui donner du plaisir quand on est dans l'intimité? Qu'est-ce que je peux faire? Ou est-ce que je le touche? Ou est-ce qu'il me touche?
Je sais qu'il y a plein de moyens de contraception pour pas tomber enceinte, mais il y en a tellement, je sais pas laquelle choisir. Je sais que je dois mettre un préservatif pour ne pas avoir d'enfant, mais je sais pas le mettre. Comment je peux faire? Ouais, avant je me posais tout plein de questions sur la sexualité, l'amour et tout ça, mais je savais pas qui demander. Mes parents s'occupent de moi et j'aimerais pas qu'ils décident à ma place. Comment savoir pour avoir un enfant? Est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment? Moi, j'aimerais beaucoup avoir des enfants, mais voilà. Après, s'en occuper, c'est difficile. Voilà. Avec mon copain, on aimerait vivre ensemble, mais est-ce qu'on a le droit? Voilà. Ah non, on va pas le revoir deux fois. C'était un peu haché, mais vous avez saisi un petit peu hein, voilà, ce qu'il en était. Et puis la dernière vidéo qui est un petit peu plus longue, qui est présentée au milieu de l'expo si on veut, mais en fait tout peut être effectivement isolé, hein, il n'y a aucun souci. Hein. C'est une vidéo en fait qui permet d'aborder un peu les émotions et puis les attitudes et contre-attitudes aussi des personnes en situation de handicap. En fait, c'est un groupe de copains-copines qui boit un petit apéro avant de sortir en boîte, qui se posent plein de questions sur la vie affective et sexuelle. Voilà. Donc, ça a été scénarisé par les personnes qui ont conçu l'expo, et une fois de plus, joué par des vrais comédiens, comédiennes en situation de handicap. On ne la regarde pas parce qu'elle est un petit peu longue et tout, puis vous pourrez la retrouver très facilement. Je vais vous expliquer où, puisqu'on a terminé effectivement cette petite présentation et puis qu'il y aura un petit temps de questions si vous le souhaitez. Donc, pour télécharger les outils, c'est sur notre site. Hein, vous irez directement le voir. Sur le PowerPoint aussi que je transmettrai, effectivement, il n'y a aucun souci à Julia si elle le souhaite et puis qui pourra vous le remettre en plus de la version filmée de ce webinaire. Il y a ici effectivement un flyer de l'exposition qui est en français mais aussi en FAL, qui est en facile à lire, à comprendre. Hein, donc, j'en ai pas parlé parce que j'ai que 45 minutes, mais rendre accessible l'information, ça passe aussi par le facile à lire, à comprendre. Et il y a beaucoup d'autres outils qui sont en FALC aujourd'hui dans le champ de la santé sexuelle. Énormément. Hein, donc, j'ai fait ce choix là, de présenter quelque chose d'original parce que ça intégrait à la fois des personnes concernées, des parents, des professionnels, etc. Et puis que c'était vraiment une démarche, moi, que je souhaite promouvoir et qui soit reprise par les établissements, par les associations du champ du handicap, etc. Donc, je vous le disais, l'idée va au-delà, puisque sur le catalogue de formation continue de Trisomie 21 France, vous pouvez demander à un des binômes, un des 7 binômes répartis en France, de venir présenter l'exposition. Alors, ça a un coût, etc. Vous irez voir, pardon. Je ne gagne rien, encore une fois, hein, c'est juste pour favoriser donc, cette démarche. C'est cher, oui, parce que les 2 personnes sont payées. Hein. Il n'y a pas que la personne professionnelle, il y a les 2 personnes, le binôme, qui est rémunéré pour faire visiter cette expo. Voilà, je vous remercie vivement pour votre attention. Effectivement, j'ai dit que je n'avais aucun conflit d'intérêt, c'est-à-dire que je ne gagne rien au téléchargement de cette expo, etc. Juste le plaisir de partager avec vous. Et je reste disponible là tout de suite. On a un petit moment, je pense. Ah oui, je suis bavard comme d'habitude, pour des questions si vous le souhaitez. Oui, si vous avez des questions, professionnels, parents, n'hésitez pas.
Ou des remarques, hein, des suggestions, remarques. voilà, allez-y, hein. On a le droit de critiquer aussi, hein, il n'y a pas de souci. Par écrit ou au micro. Madame Josse, oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour. Un grand merci pour cette présentation. Je suis la maman de Margot, qui a la trisomie 21 et qui a 26 ans, qui effectivement nous pose un certain nombre de questions, mais en tant que parent, c'est un accompagnement auquel on ne s'attendait pas. J'ai 2 autres filles qui sont sexuellement actives et qui sont plus jeunes que Margot. Et donc, forcément, ça amène des questions. On s'est trouvé un petit peu démunis au moment de l'accompagnement, entre autres de la conception, de la contraception. Ça a été un petit peu compliqué. C'était finalement le planning familial. On a été vers des gynécologues qui eux-mêmes étaient assez démunis. En fait, on a été un petit peu baladés. Enfin, baladés, il n'y a rien de péjoratif. Hein. Il y avait de la bonne volonté, mais en tout cas, c'était pas très simple. Et c'est finalement le planning familial qui nous a accueillis, avec psychologue et médecin, qui a accueilli aussi le couple qu'elle formait avec son copain pour des temps d'écoute. Donc, il y a eu différents essais et tout. Et on se pose la question. Alors, Margot, c'est amusant parce que le médecin lui a présenté plusieurs modes de contraception, dont la stérilisation. Et à la fin, elle lui dit, alors, Margot, qu'est-ce que tu souhaiterais comme… qu'est-ce qui te parle elle lui a dit, j'essaierais bien la stérilisation. Alors, on lui a expliqué qu'on ne pouvait pas essayer, que c'était réversible. Mais en tout cas, ça lui semblait intéressant. Alors, on en est là. Et alors, le Covid est passé par là. Ça a un petit peu freiné la dynamique dans laquelle on était. Mais est-ce que c'est un sujet dans le cadre de votre travail qui est abordé comme mode de contraception? Et aujourd'hui, quel est justement au niveau, j'allais dire, législatif, ou en tout cas ce qui est autorisé ou pas, est-ce que ça allait, et quel est l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans cette démarche? Voilà, je vous remercie. C'est une question très vaste, hein, mais voilà. Alors, au niveau législatif, il faut faire très court, mais on pourra en parler sans problème. Les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, sont des citoyens et citoyennes à part entière, donc ils ont accès aux mêmes services, etc., que n'importe lequel ou laquelle d'entre nous. Donc, même liberté, même responsabilité. Avec des personnes, justement, c'était vraiment l'objet de renforcer la littératie, hein, qui ont besoin d'informations pour comprendre, et peut-être des personnes qui ne sont pas dans l'expression verbale et qui vont avoir besoin d'outils adaptés. Alors, il y a des pictos qui existent, j'aurais pu vous en présenter, hein, mais c'est un focus sur un outil. En particulier, vous pourrez aller voir les pictos belges Sclera, S-C-L-E-R-A, et il y a une banque de pictos, de plusieurs milliers de pictos sur l'ensemble de la vie quotidienne, des objets, de la nourriture, des fêtes, etc. Et il y a deux chapitres, enfin deux choses sur la sexualité de moins de 16 ans et sexualité. Et ça peut être des pictos très explicites pour sexualité, hein, parce que la majorité sexuelle est à 16 ans en Belgique, comme en Suisse d'ailleurs, hein, et donc ils ont fait des pictos moins explicites pour les plus jeunes, etc. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais on aurait pu faire la présentation sur les pictos Sclera. Il y a des outils qu'on a développés justement, le CRS, Santé publique France et le planning familial, qui effectivement a dans certains plannings peut effectivement accompagner, a la capacité d'accompagner des personnes en situation de handicap. Et on a fait 4 petites vidéos explicatives qui s'appellent « Ma sexualité pour comprendre », qu'on trouve aussi sur notre site et sur le site de Santé publique France. Donc, c'est en collaboration avec Santé publique France. Le planning familial, ma collègue Milena Rafaillac de Marseille. Et puis Médecins du Monde aussi. Hein. Donc là, c'est moins connoté personnes en situation de handicap. On est sur une approche plus universelle pour des personnes migrantes aussi. Et vous verrez, c'est des petits courts-métrages type Maïf. Voilà, on peut ralentir, il y a l'audio description, etc.
Il y a une revue qui est fondamentale et qu'il faut connaître, qui est faite par l'ADAPI du Var, qui est la revue J'existe et je veux. J'aurais pu effectivement aussi vous présenter cette revue. C'est une revue trimestrielle et ça fait au moins 5 ans qu'un établissement de la Valette du Var produit, un petit peu sur le même mécanisme que notre exposition, hein, une revue trimestrielle qui est en facile à lire, à comprendre, qui est conçue par les personnes, pour les personnes, et qui traite exclusivement de la santé sexuelle, et donc de la contraception, quand c'est la thématique, etc. Enfin, il y a plein de thèmes possibles. Le coût, je crois, est de 5,20 € par trimestre, donc vous voyez, ça ne va pas chercher loin. Tout est en falque, d'une extrême qualité, d'une diversité. Ils viennent de sortir, là, il y a quelques mois, un outil sur les émotions. Enfin, c'est du matériel qui n'est pas gratuit, mais quand même hyper accessible, hein, pour 20 € par an. C'est pas non plus violent des établissements, ou des cadeaux pour les personnes. Hein. Au lieu d'acheter des cochonneries, pourquoi ne pas proposer un abonnement à la revue J'existe et je veux, qui parle effectivement de vie affective et sexuelle. Alors, dedans, vous trouverez des dossiers thématiques. Bon, il y en a sur la contraception, par exemple, il y en a sur plein de choses, hein, le look, les orientations sexuelles, etc. Enfin, savoir dire non, les premières fois, nanana. Vous avez des petits dossiers sur le corps, hein, les parties du corps, et puis vous avez un roman photo. Hein, c'est les personnes elles-mêmes aussi qui ont souhaité, ça aussi, on n'en trouve plus tellement des romans photos au XXIe siècle, mais donc c'est soit des couples célèbres, etc. Et c'est vraiment très apprécié par les personnes, hein, en situation de handicap. Et puis il y a le courrier des lecteurs, ça aussi c'est très intéressant parce que c'est source de dialogue. Hein. Donc c'est Mylène Baudry, hein, qui est la conseillère conjugale et familiale, qui travaille avec eux une fois par trimestre sur les thématiques, etc., qui répond à des questions que se posent des personnes concernées en ESAT ou ailleurs. Par exemple, ça peut être sur la contraception, etc. Voilà. Un autre outil, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, hein, puis à vous de faire vos recherches, etc. C'est une mine d'or qui est des documents qui sont gratuits aussi, hein, sur le site de Santé BD, santébd.fr, l'association Coactis Santé, qui a édité des tonnes et des tonnes de revues, de fascicules en FALC, etc. Et une application sur smartphone aussi, dont pas mal sur la contraception, sur la première visite gynéco, sur la mammographie, etc. Toutes les disciplines médicales ont été abordées par l'équipe de Santé BD. Voilà. On a vu beaucoup en fait, de choses autour du port du masque, des tests PCR, etc. Toutes les illustrations qu'on a vues, c'est souvent, hein, même dans les boutiques hein, en ville, du matériel de Santé BD, très accessible. Et vous allez voir, c'est fantastique. Et pour l'instant, c'est un truc gratuit, une mine d'or que vous avez au creux de la main ou sous votre clavier. Ça va au-delà, c'est-à-dire que si vous utilisez l'application de Santé BD, vous pouvez choisir si vous êtes un garçon, une fille, un homme ou une femme. Si vous voulez que votre professionnel de santé soit un homme, une femme, vous cliquez sur les besoins spécifiques que vous avez en termes de communication, de cognition, etc. Si vous êtes en fauteuil ou pas. Et quand vous appuyez sur générer, ça va générer un PDF en fonction des critères que vous avez choisis. Donc complètement adapté, ce sera un PDF d'une trentaine de pages. En tout cas, en ce qui concerne puberté homme et puberté femme, auquel le CRS, enfin moi-même personnellement, dans le cadre du CRS, j'ai contribué en tant qu'expert. Et je pense que c'est une mine d'or. Donc pour ne citer que ça, vous voyez qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 10 ans ou 20 ans, quand on était dans la création de ce centre ressources handicap et sexualité, etc., on avait beaucoup de mal à trouver des outils. On trouvait des outils belges ou canadiens. Aujourd'hui, on a vraiment bossé et on n'a plus à rougir effectivement de ce que produisent les Belges et les Canadiens. Il y a beaucoup de choses en France. Je faisais de la pub pour notre formation pour l'animation des groupes d'expression, mais bon, ce n'est pas forcément pour gagner plus d'argent, je m'en fous. C'était aussi pour se mettre dans la dynamique de co-créer. Cette formation, elle dure 6 jours. 3 jours un petit peu pour apprendre à monter un groupe d'expression. Puis on a 1 mois et demi pour créer son propre outil où on traduira en fonction du public avec lequel on travaille. Ça va dans le sens de créer ses propres outils. Le meilleur outil, de toute façon, qui existe, c'est celui que vous allez créer, concevoir vous-même, adapter aux personnes et aux besoins spécifiques des personnes
à qui il est destiné. Et c'est cette démarche qu'il faut employer. Hein. Encore une fois, il n'y a aucun outil qui est idéal. Par contre, il faut effectivement connaître un petit peu des choses et puis savoir à quel moment on peut le proposer aux personnes. Il y a beaucoup d'ouvrages aussi qui parlent de la vie affective et sexuelle. Aujourd'hui, je vous assure, il y a pléthore d'outils, c'est incroyable, quoi. Enfin, on ne sait plus quoi en faire. Allez explorer un petit peu notre chaîne YouTube, notre site, vous verrez. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Donc, au niveau législatif, on est d'accord que ce soit pour la stérilisation ou la contraception, c'est exactement les mêmes, même cadre réglementaire que pour n'importe quelle personne dite valide. Hein. Je rappelle que d'ailleurs, puisque vous parlez du planning familial, une jeune femme mineure peut très bien pousser la porte du planning familial et demander une contraception ou même une IVG. Et il est évident qu'on ne préviendra jamais ses parents, puisque c'est aujourd'hui la loi en France. On a le droit de trouver que c'est bien, c'est mal, etc. Moi, je ne fais que énoncer la loi, c'est-à-dire qu'on demandera qu'il y ait une personne référente adulte qui soit présente, mais que la personne soit en situation de handicap ou pas. Encore une fois, je le redis, hein, il faut aussi que les équipes l'entendent, elle a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Donc, par contre, ça veut dire qu'il va falloir agir au niveau de la capacité à discerner et donc à consentir. Hein, voilà. Le consentement qui nous est opposé souvent en tant que professionnel, en tant que sexologue, puisque moi je bosse beaucoup en libéral sur les situations un peu complexes, etc., que rencontrent les familles ou les personnes elles-mêmes. Comment on ne peut pas consentir si on ne sait pas discerner? On ne peut pas discerner si on n'a pas une information, une éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. Donc il faut que l'éducation à la sexualité complète soit mise en place dans les établissements pour personnes en situation de handicap dès le plus jeune âge. Je vais vous dire, c'est très simple, on est en France, hein. Ça, c'est la loi depuis 2001. Ça fait juste 20 ans que c'est prévu dans les textes de loi, que ce n'est pas mis en place. Je parle bien des établissements sociaux, médico-sociaux, hein, et sanitaires. Pardon. Mais de la même manière, à l'éducation nationale, c'est fait depuis 2001, vous irez chercher les textes si ça vous intéresse, que l'éducation à la sexualité complète est obligatoire du CP à la terminale, à raison de 3 interventions par an, par classe, dispensées par un binôme de personnes formées à l'éducation à la sexualité complète. Hein, ce n'est pas le prof de SVT qui, en rougissant, va faire un dessin au tableau, etc. 3 interventions en CP, 3 en CE1, 3 en CE2, etc., jusqu'à 3 en terminale. Donc, vous voyez bien que, et ça c'est depuis 2001, hein, les textes de loi, on se fout un peu de la tête des gens en disant ils n'y arrivent pas. Oui, mais pour y arriver, c'est sûr qu'il faut pouvoir être informé. Hein, c'est tout l'objet de cette expo, mais aussi de petits outils. Hein. Libérer la parole, c'est libérer la pensée. Donc, pouvoir avoir les mots justes, même si on n'a pas accès à la communication verbale par des pictos ou d'autres systèmes de communication, pour pouvoir dénommer les parties de son corps sexuées, pour pouvoir nommer les petits papillons qu'on a dans le ventre, ce qui nous passe par la tête, etc. C'est quand même le minimum syndical, j'ai envie de dire. Hein. Donc, c'est sûr qu'en CP ou pour des gens qui n'ont pas besoin d'avoir trop d'infos, on ne va pas parler de pratiques sexuelles, de cunnilingus, de clitoris, etc. Non, on va parler des émotions. On va essayer de distinguer qu'est-ce que ça signifie aimer. En français, c'est extrêmement compliqué ce verbe aimer, parce que vous aimez à la fois les fraises, les cerises, votre grand-mère et des caresses sexuelles, quoi. Et c'est le même mot pour les... Ouais, mais c'est compliqué. Et bien, si effectivement on n'accompagne pas les personnes, ça va être une violence inouïe. Moi, c'est ce qui m'a poussé justement à travailler et à produire des outils. Hein. C'est-à-dire que dans mon cabinet, les familles ou les professionnels accompagnaient des personnes en situation de handicap en disant « Oh là là, on est très inquiet, on ne sait pas si elle sait dire non, on ne sait pas si il peut consentir à tel ou tel truc ». Mais ils n'avaient aucun mot. Il y avait des mots. Je me souviens d'une personne d'IMC qui avait un classeur, en fait, Bliss pour communiquer, etc. Il n'y avait aucun mot pour désigner les parties sexuées, aucun mot pour désigner aimer, aucun mot, etc. Comment faire pour exprimer ce qu'on ressent dans son corps ou dans sa tête si on n'a pas les mots à sa disposition ou les pictos? C'est d'une violence inouïe. Notre leitmotiv, c'est de dire la non-traitance est pire que la maltraitance. C'est une faute impardonnable qui est collective, hein, des professionnels de santé, mais aussi des professionnels. Il faut que ça change. Il faut effectivement aujourd'hui qu'on s'intéresse à toutes ces ressources qui sont autour de nous pour pouvoir aborder la sexualité au même titre que beaucoup de dimensions de la vie des personnes, mais au même niveau. Hein, c'est ni plus dangereux, etc. Pendant très longtemps, sexualité, c'était uniquement procréation et risque et danger.
Et encore, parfois, dans certains établissements, quand on aborde la sexualité, on entend attention, mais non, ce sont des personnes vulnérables, il y a des risques, il y a des dangers. Ben oui, mais le principal risque, le principal danger, c'est pas de leur donner les possibilités de comprendre les enjeux et de pouvoir discerner ce qu'il en est, quoi. Donc, nous sommes vraiment dans une responsabilité partagée. On est au XXIe siècle, il faut vraiment que ça change pour tous et toutes, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Oh, je suis bavard, excusez-moi, je vois qu'il y a des discussions. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. J'ai une question de Madame Marie qui demande comment aborder la sexualité avec des jeunes qui n'ont pas la parole. Justement, vous en parliez là un peu. Est-ce que vous avez d'autres conseils? Je vous ai déjà dit, hein, donc il y a des outils multimédia, il y a des pictos, hein, voilà. Et puis il y a surtout de l'observation aussi de l'entourage et des professionnels. Par exemple, pour la conduite auto-érotique, ça peut être la masturbation. C'est aussi accepter que la sexualité, c'est aussi une sexualité auto-érotique. Et lorsqu'il y a des signes, effectivement, de masturbation, on va les considérer au même titre que d'autres comportements, par exemple, et on va pouvoir mettre des mots dessus, hein. Ou lorsque, par exemple, si on accompagne une personne pour une toilette et qu'il y a des manifestations sexuelles, je vais parler par exemple d'une érection pénienne pour les garçons, bah, au lieu de rester dans un silence assourdissant, on va dire des mots, tout simplement. Et peut-être dire, bah, tu es en érection, ton pénis est tout dur, etc. Même si la personne ne s'exprime pas, progressivement, je pense que c'est important qu'elle ressente qu'on n'est pas dans une gêne ou un déni de ce qui se manifeste. Sinon, j'ai envie de dire, ça rend dingue, quoi. Vous imaginez, la personne, tous les matins, elle est en érection réflexe, etc. Et pendant 47 ans, il n'y a personne qui va lui dire, bah, écoute, ouais, donc là, peut-être tu as besoin de temps, ou tu veux qu'on en parle, voilà. Donc, c'est plus une posture personnelle, un cadre interne, que les outils. Les outils, les ressources, on les trouve très facilement. Et vous en avez trouvé plein, hein, pour apprendre à mettre la ceinture de sécurité, pour apprendre à manger, etc. Vous avez trouvé les astuces, vous avez trouvé les ressources. Franchement, aujourd'hui, tout est accessible si on veut se donner la peine. Alors, il y a quelque chose qui va nous sauver dans les établissements psychosociaux. Les professionnels vont faire un petit peu la gueule, hein, c'est la nomenclature Séraphin-PH. Séraphin-PH, c'est une nomenclature qui va permettre d'envisager l'ensemble, de recenser l'ensemble des besoins des personnes qui sont accueillies et accompagnées dans des établissements sociaux, médico-sociaux. Et il y a des items qui devront être scannés, qui concernent l'intimité, la vie privée. C'est fondamental, hein. Il n'y a pas de sexualité s'il n'y a pas d'intimité, de vie privée. La sexualité, la parentalité et la pérémulation. Donc, c'est quelque chose dont on pourra parler aussi, hein, c'est de dire que reconnaître que la personne a des compétences, un savoir expérientiel qui est très important, même si elle a un niveau de communication très limité, hein. Enfin, voilà. Attention, ce n'est pas être bisounours, c'est reconnaître que la personne est experte de sa propre vie. C'est la personne en situation de handicap qui est experte de sa propre vie. Ce ne sera jamais nous, les sexo-machins, les psycho-machins, même les parents, même si on connaît bien nos enfants, etc. Il faut restituer à la personne la capacité à pouvoir gérer sa vie avec ses compétences, hein. Voilà. On n'est pas bisounours, on est d'accord. Voilà. Mais si on considère que la personne, elle sera toujours un objet de soin, etc., qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour prendre les décisions à sa place, là, j'ai envie de dire, moi, en tant que sexologue, attention, danger. Parce que là, c'est là qu'on vulnérabilise la personne, c'est là qu'on la surhandicape. Et c'est là qu'on va au clash, quoi. Et souvent, des situations extrêmement dramatiques. Alors, j'ai une autre question de Pascal. Dans les établissements qui accompagnent nos jeunes, comment les sujets sont-ils abordés, les professionnels formés? Est-ce que l'info sur des envies est relayée aux parents le cas échéant? Alors, moi, je ne pourrais pas répondre à cette question et je pense qu'en plus, c'est propre à chaque établissement, à chaque âge. Je ne sais pas s'il y a des professionnels qui souhaitent prendre la parole pour certains établissements, mais peut-être qu'on fera une communication plus adaptée par rapport au positionnement de la PUI de Chambéry et des établissements sur aborder comment les professionnels sont formés et comment la communication parents-professionnels se fait dans ce cadre-là. Voilà.
Désolée. Déjà, le fait qu'on ait ce webinaire, je trouve que c'est super important. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte, hein, on ne ferme pas la porte. Moi, j'ai envie de dire c'est extrêmement différent d'une région à l'autre. Il y a des APEI ça fait des décennies, qui ont déjà mis ça au travail. Je pense à Périgueux, avec laquelle on a travaillé il y a plus de 15 ans, etc., qui a formé l'ensemble de ces professionnels. Je pense à l'APEI Sud-Alsace, où on a formé, alors, il y avait moins d'établissements aussi, professionnels, mais après, on a fait un niveau 2 qui intégrait à la fois des parents et aussi, on a fait un focus group pour rédiger une charte avec des personnes concernées, une douzaine de personnes, avec une douzaine de professionnels, etc. Dès qu'il y a un groupe ressources qui va se monter dans l'établissement, c'est plutôt bon signe, quoi, hein, ou un comité éthique, mais il faut dépasser en fait les bonnes intentions, il faut aussi amener des réponses concrètes. Hein, voilà. Dans le couple que vous avez vu là, Raphaël et Damien, alors, la maman de Raphaël est une administratrice de l'association. Et dans cette association, on a formé une cellule d'écoute de parents qui ont des enfants mineurs ou majeurs avec déficience intellectuelle pour être une cellule d'écoute sur la vie affective et sexuelle pour les autres parents. C'est-à-dire que c'est juste une ligne, ils ne sont pas experts, ils ne sont pas psychos, c'est juste, j'ai une question sur la contraception, bah tiens, je sais que c'est n'importe quoi, hein, je ne sais plus quand c'est leur permanence, le deuxième mercredi du mois, je peux appeler et effectivement, j'ai à l'autre bout des parents qui partagent un peu les mêmes préoccupations que moi ou qui les ont eues avant, etc. et qui sont là pour effectivement qu'on puisse en parler aussi, trouver ensemble les solutions. Hein. Donc, il y a plein de choses qui existent. Aujourd'hui, chose que j'aurais jamais fait il y a 10 ans ou 15 ans, on met vraiment en place des interventions en formation qui incluent parfois des familles, des parents et des personnes concernées. Donc, c'est des formations mixtes qui sont tout à fait intéressantes. Alors, bien sûr, il y a des temps spécifiques pour chacun, chacune. Hein. Je pense qu'on ne peut pas non plus être bisounours et tout mélanger. Mais il faut sortir de ces vieux schémas éculés du XXe siècle pour ouvrir peut-être le champ de réflexion. Et c'est compliqué, hein, c'est sûr, hein, mais l'idée, c'est de présenter la sexualité pas seulement comme des risques et des dangers, mais aussi comme la possibilité d'un épanouissement et d'un bien-être, hein, comme une ressource à disposition des personnes en situation de handicap pour s'épanouir dans la vie. Et nous avons une question de Madame Talva. Je sais qu'il existe des assistantes sexuelles en Belgique. Qu'en est-il en France? Ah bah, ça existe en Belgique, ça existe en Suisse, bien sûr, surtout en Suisse. Ça existe en France, bien sûr, puisque il y a chaque année, il y a plusieurs formations d'accompagnants et accompagnantes sexuelles. Donc moi, je connais mieux l'APAS, l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, qui a été mis en place par Marcel Nuss, avec lequel j'ai travaillé pendant longtemps dans le cadre du collectif Handicap et Sexualité. Cette question d'une aide humaine, elle vient comme une réponse possible à certains problèmes très spécifiques. Voilà, ce n'est pas la solution, on est bien d'accord, hein. Mais ça existe aussi en Espagne, par exemple, pour des personnes, des enfants avec déficience intellectuelle et qui n'ont pas accès à la dimension symbolique, qui vont se blesser lors de conduites auto-érotiques ou de masturbation, par exemple. Donc là, il y a un apprentissage de la masturbation qui est fait avec ces enfants parce qu'ils sont en danger. Hein. Au lieu de les abrutir avec des traitements, etc., ce qui reste une possibilité malheureusement que je déplore hein, et qu'on observe de plus en plus, apporter de la connaissance, apporter effectivement des habiletés psychosociales par des personnes formées, c'est tout à fait intéressant. Donc ça, j'en parlerai peut-être pas plus, mais il y a une conférence qui est organisée par Handimat le 14 octobre, il y a d'autres choses, etc., sur Lyon. Enfin, vous trouverez plein d'informations sur l'accompagnement sexuel, si ça vous intéresse. Mais encore une fois, souvent, ça embolise la discussion parce qu'on voit que ça. Mais l'accompagnement sexuel, ça peut être une aide aussi éducative. Quelqu'un, par exemple, qui se blesse en se masturbant, bah, c'est pas forcément son éducateur, son éducatrice ou son papa, sa maman qui va s'y coller, etc., pour lui apprendre à se masturber, par exemple. Il faut bien quelqu'un qui soit formé et qui ait cette place. Donc, c'est pas simplement avoir des pratiques sexuelles, ça peut être aussi dans le champ du handicap moteur, des personnes qui ne peuvent plus se retrouver pour avoir des pratiques sexuelles en couple du fait d'une maladie évolutive qui va effectivement altérer les possibilités physiques. Quoi. Bon. Donc, il y a plein de choses qui existent depuis des décennies. Vous avez
Alors, j'aurais pu aussi, mais peut-être que dans le CVS ou dans d'autres réunions par an, je pense qu'il y a un très beau film court-métrage qui date des années 2000, je ne sais plus combien, qui a été réalisé par Daniel Medj, enfin, je ne sais plus son prénom, et qui s'appelle Mon amoureux. Je ne sais pas si on vous l'a proposé, ça, parce que Luna Pays, on a acheté beaucoup, et elle l'a diffusé, etc. Bon, alors, c'est la question des aides humaines, intrafamiliales ou extérieures, etc. Donc, ça pose vraiment un questionnement éthique, une posture éthique, déontologique, jusqu'où on peut aller. Ça serait vraiment sympa, mais bon, ça se prépare un petit peu de visionner ce film et de pouvoir échanger soit entre parents, soit entre professionnels, soit mix entre parents professionnels, de savoir jusqu'où on va, quelle est notre posture professionnelle, éthique, etc. C'est vraiment un film très très beau de 20 minutes que je recommande, voilà, que vous pouvez, je pense, vous procurer facilement. Après, c'est vrai qu'il brasse pas mal, quoi, hein, parce que ça pose des questions jusqu'où on va, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors, Ah, j'ai oui, bénéficié de la d'ailleurs. formation par le CERES de 6 jours pour la création d'un groupe de parole sur la vie affective et sexuelle dans un ancien emploi. Il faudra en effet créer des groupes ressources dans les établissements. Merci pour Ah oui, ce je message. crois deviner, mais ça reste, voilà. Oui, je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire, mais pas seul, en fait. Je vous invite à réaliser des binômes ou des trinômes de professionnels et à venir en formation. Alors oui, ça a un coût, mais l'idée, c'est aussi d'arrêter de dépendre du CRS ou du planning familial. C'est de pouvoir proposer un accompagnement au sein des établissements. Et c'est pas bien compliqué de mutualiser aussi, hein, une infirmière, un psy, un éduc, une éducatrice, etc. Un parent, pourquoi pas, s'il y a un parent vraiment qui est motivé, etc. Et de pouvoir monter des groupes d'expression pour les adultes autour de la vie affective et sexuelle, ou de vraiment mettre en place des temps d'éducation à la sexualité complète dignes de ce nom, quoi, hein, qui ne sont pas des cours, mais qui amènent vraiment des compétences supplémentaires aux personnes en situation de handicap. Oui, je suis bavard, hein, je suis désolé. Hein. Non, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, non. Bon, ben, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. C'est déjà vraiment très gentil d'être resté jusqu'au bout et puis de m'avoir supporté sur cette présentation. C'était vraiment un axe, hein, un petit fil qu'on a tiré pour entrer sur la thématique. Vous voyez qu'il y en a plein d'autres, vous en avez énoncé plein. Hein, mais moi, je vous invite vraiment à réfléchir tous et toutes ensemble à cette thématique. C'est vraiment très, très intéressant et je trouve que c'est très transversal aussi sur la place effectivement de l'accompagnement et du soin, soit dans la famille, intrafamiliale, soit en établissement. Ça nous renvoie vraiment à une ouverture d'esprit en plaçant toujours la personne à sa juste place, c'est-à-dire pas au centre du projet, mais comme acteur, actrice de sa propre vie et assis à la table pour pouvoir elle-même formuler son projet, ses projets de vie dans tous les domaines, y compris pour certains ou certaines, la vie intime, affective et sexuelle. Merci donc, et puis peut-être à bientôt. Merci à vous. Merci à Un tous. grand merci. Et oui, merci beaucoup, Monsieur Crochon, de votre présence et de votre temps. Avec plaisir. Ah, très riche d'informations, on va se précipiter sur tous les docs. Merci infiniment à vous et à la PUI de nous ouvrir les yeux. Merci pour votre intervention suivante et qui ouvre. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous tous et merci. Merci à vous. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.